Bonsoir à tous. Au Bénin, le 28 avril prochain, devrait avoir lieu une élection législative pour renouveler évidemment le Parlement et pour la première fois dans la jeune histoire démocratique du pays, le scrutin va se dérouler sans la participation des partis de l'opposition. La raison de cette absence de l'opposition est multiple et évidemment multiforme. L'opposition et la majorité présidentielle se rejettent la responsabilité de ce que les Béninois appellent désormais le naufrage du modèle démocratique. Comment en sommes-nous arrivés là? Quelles sont encore les voies possibles de sortie de crise? Ce sont des questions que nous posons ce soir à notre invité. Bienvenue. Vous êtes dans l'entretien du jour. Azarias Seko, bonsoir. Bonsoir, M. Paraïso. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre du collectif pour la sauvegarde de la démocratie au Bénin. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter ce collectif? Alors, le collectif pour la sauvegarde de la démocratie au Bénin, CSDB, est un collectif qui regroupe une plateforme de partis politiques, certains de l'opposition, et des associations, des organisations de société civile qui œuvrent pour la sauvegarde de la démocratie au Bénin. Donc c'est une organisation apolitique, même si certaines associations membres sont des partis politiques. Quand on parle de sauvegarde de quelque chose, ça veut dire que la chose est en danger. Je pense que vous avez bien souligné le fait que sauvegarde veut dire qu'au préalable, il y avait quelque chose qui existait et qui est en danger. Oui, la démocratie béninoise était une réalité que nous connaissons depuis une trentaine d'années, en 1990, le Bénin s'est pourvu d'une nouvelle constitution, et cette nouvelle constitution a lancé l'ère du renouveau démocratique au Bénin. Donc depuis 1989-1990, nous sommes dans une ère démocratique avec des hauts et des bas qui peuvent caractériser bien évidemment une démocratie qui est en train de mûrir. On a eu des à-coups à cette démocratie, mais ces à-coups étaient des à-coups ponctuels qui ont pu être jugulés au moment opportun, soit par la Cour constitutionnelle ou par d'autres instances. En effet, on a eu un à-coup malheureux qui peut-être, celui qui s'annonce le 28 avril, est une réplique. C'est un à-coup qui était intervenu en 2011 par un chaos, mais c'est un à-coup qui, après, a pu être, je dirais, jugulé à un moment donné, alors que celui-ci, on a l'impression que le chaos se fait avant, avant la campagne. Vous parlez un jargon que peut-être nos téléspectateurs ne comprennent pas très bien. Quand on parle de chaos, c'est cette tendance que nos États ont eu ces dernières années, les dirigeants de nos pays ont eu ces dernières années, de ne pas aller à une élection à deux tours. En général, lorsqu'une élection est organisée, il y a un second tour pour départager les candidats qui arrivent au second tour. Mais en 2011, vous rappeliez l'épisode du président Boni Yayi qui aurait été élu ou qui a été élu, c'est selon, au premier tour, dès le premier tour. Et à l'époque, on avait appelé ça le chaos, c'est ça? Oui, effectivement, vous parlez de cette époque à laquelle je fais référence. Mais il se trouve qu'en pur légaliste, bien évidemment, un consensus relativement mou au sein de la classe politique a consommé le chaos, l'a consommé d'une manière ou d'une autre, alors que ce que nous vivons aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec la situation de 2011, est une situation qui a été créée, enfin, de notre point de vue et de mon point de vue, de toutes pièces, parce que je me permets de rappeler la profession de foi de notre président de la République, l'actuel président de la République, qui, juste après son investiture, s'est permis de dire, lors d'une interview à un de vos confrères, ce qui permet à un président, à un exercice, d'être réélu, c'est sa capacité à avoir tout le monde à sa solde, à savoir les grands électeurs, les commerçants, les élus, les maires, sa capacité à tenir tout ce monde. Et il a beau être mauvais, s'il n'y a pas de compétiteur en face, il gagnera. Oui, mais cette phrase, elle est sortie de son contexte puisque le chef de l'État béninois à l'époque était en train d'expliquer que c'est justement contre ça qu'il est arrivé au pouvoir et qu'il va faire en sorte que les instances, on va dire les institutions de contre-pouvoir puissent être de vraies institutions. Mais écoutez, moi, lorsque cette phrase a été prononcée à cette époque, je ne l'ai pas pris dans le sens aujourd'hui comme l'exécution d'un programme qui devait
être mise en œuvre. Je l'avais pris comme vous en disant c'est un président qui fait un constat malheureux et qui, à un moment donné, s'est peut-être dit il y a possibilité de rétablir quelque chose. Mais prenons un peu la genèse de l'histoire. Depuis 2016, l'avènement de ce qu'on appelle la rupture au Bénin, l'avènement du président Talon. Le président a été élu. Quelques mois après, il y a eu, notamment en 2018, quelques années, 2 ans après, un nouveau code électoral, avec une nouvelle charte des partis politiques. Ce code électoral qui a été voté en septembre par le Parlement béninois, il se trouve que ce code électoral donnait 6 mois aux anciens partis, c'est-à-dire ceux qui étaient créés, constitués avant le mois de septembre 2018, de se mettre en conformité, à savoir le 16 mars 2019. En temps, nous avons eu un processus électoral qui fait que les partis politiques, ceux qui préexistaient avant le nouveau code électoral et ceux qui sont nés après, principalement 2 partis proches du président de la République, qu'on appelle les partis du président de la République, l'Union progressiste et le Bloc républicain, il se trouve que tous les partis avaient, notamment les anciens, 6 mois pour se conformer au nouveau code électoral et à la nouvelle charte des partis politiques. Ces partis, notamment les anciens partis, qui sont pour la plupart la quasi-totalité des partis de l'opposition, devaient obtenir le 22 février du ministère de l'Intérieur un certificat de conformité. Ce certificat de conformité étant une pièce qui a été rajoutée de manière de subrepticement par la Cour constitutionnelle, qui normalement n'a pas les prérogatives pour légiférer. Dans aucun pays, la Cour constitutionnelle n'est pas là pour légiférer, elle est là pour réguler le fonctionnement des institutions, en quelque sorte. Cette Cour constitutionnelle, le 1er février, 3 semaines avant le dépôt l'obtention des certificats de conformité auprès du ministère de l'Intérieur, déclare l'obligation d'obtenir un certificat de conformité par les partis. Les partis de l'opposition, je vais citer quelques-uns, je ne vais pas citer tous, n'ont pas obtenu ce certificat de conformité qui doit être délivré par le ministère de l'Intérieur, dont le ministre de l'Intérieur lui-même est un candidat sur une liste du président. Alors, pour être très factuel, un parti qui s'appelle l'USL de M. Sébastien Javon s'est vu refuser son certificat de conformité pour la simple raison que son président d'honneur, M. Ajavon, avait une peine infamante, ce qui était complètement faux puisque toutes les voies de recours n'ont pas été épuisées. Et M. Ajavon avait bénéficié d'un casier judiciaire vierge en janvier qui a été produit par son parti. Et de toute manière, l'histoire nous a donné raison à l'USL un peu plus tard, puisque M. Ajavon a été blanchi par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, dans l'affaire qui l'opposait à l'État béninois. Donc ça, c'est un élément factuel qui voit qu'on n'a pas pu délivrer à l'USL son certificat de conformité alors qu'il disposait de tous les éléments pour en bénéficier. C'est un autre parti qui est FCBE, qui est le parti de l'ancien président Yahi Boni. On nous dit les statuts et le règlement intérieur ne sont pas signés, que le nombre de les membres déclarés à la création du parti et les membres déclarés au moment où le dépôt a été fait auprès du ministère de l'Intérieur n'ont pas été faits. Ces partis, il y a puis d'autres, je ne donnerai pas tous les exemples de griefs qui ont été apportés, mais tous ces partis, au moment où ils étaient en discussion avec le ministère de l'Intérieur, ont pu quand même échanger longuement avec le ministère de l'Intérieur, qui était censé les accompagner dans la mise en œuvre des diligences qu'elles devaient accomplir. Or, subitement, la veille du jour où ils devaient obtenir le certificat de conformité, on leur annonce que ce certificat a été refusé. Donc ces partis n'ont pas pu obtenir ce certificat de conformité, ont pu obtenir ce certificat 4 autres partis, dont un parti qui est le parti PRD, qui est le parti de Maître Adrien Rungbeji, qui est le président de l'Assemblée nationale, qui est un parti allié de la mouvance présidentielle. Tout à fait. Donc ce parti, lui, il a pu franchir l'obstacle du certificat de conformité pour aller déposer son dossier à la Sénat. Il n'empêche, l'USL, malgré la non-obtention du certificat de conformité, a déposé un dossier. Mais je ferme cette parenthèse. Je vais m'occuper à présent du cas du PRD, qui est un parti proche du pouvoir et qui devrait aller dans le même bloc que les partis présidentiels et au cours du chemin à faire marche arrière pour pouvoir se présenter tout seul. Le parti de Maître Adrien Rungbeji, le PRD, à la Sénat, s'est vu retoqué parce qu'il semblerait que dans son dossier, il y aurait des fautes majeures, alors que les
dossiers présentés par les deux partis du président de la République, enfin quand j'ai dit partis, les deux partis proches, les blocs, parce que c'est des regroupements de partis, les blocs sont des regroupements de partis, les blocs proches du président de la République qui ont été créés sous son instigation, ces blocs ont eu, eux, à bénéficier de l'accord définitif, de la validation définitive. Parce que ce sont des blocs qui sont nés après. Non, pas du tout, parce que la Sénat avait identifié dans les dossiers de ces blocs des fautes, mais avait qualifié les fautes de ces blocs de mineurs et les fautes identifiées dans les dossiers du PRD de majeurs. Monsieur Seko, on va essayer d'aider nos téléspectateurs à comprendre parce que l'interview va très vite. Je vais résumer votre pensée. Vous avez pris le temps de pointer 2 ou 3 parties comme ça pour me montrer ce qui n'allait pas très bien dans les arguments qui leur avaient été opposés pour pouvoir rétoquer leur dossier. Sur le PRD, j'aimerais quand même juste rectifier quelque chose. La Sénat dit qu'il y a un doublon sur la liste du PRD et la liste du Moël Bénin. C'était l'un des arguments de la Sénat pour rétoquer, juste pour que les gens ne puissent pas nous dire qu'on ne connaît pas les dossiers, d'accord? Alors, permettez-moi, si vous le permettez bien, que ce point avait été relevé également dans d'autres dossiers, et je crois que le PRD avait identifié des éléments comparables dans d'autres dossiers des deux blocs, c'est-à-dire des doublons, et qui ont été présentés à la Cour constitutionnelle. Mais la réponse qui a été apportée au PRD à ce sujet, c'est que les dossiers de la Sénat sont des dossiers confidentiels et donc on leur oppose cette confidentialité et donc leur recours ne peut pas être traité. Donc l'argument que vous mettez en exergue, je dirais, c'est évident. C'est pas moi que vous mettez en exergue, c'est-à-dire je suis en train de répéter ce que la Sénat avait dit. Tout à fait, non, mais je comprends bien, mais c'est pour aussi indiquer que ce reproche qui a été fait à la liste PRD l'a été dans les faits également à d'autres partis, aux deux autres blocs. Mais il y a eu 2 poids, 2 mesures. Il y a eu 2 poids, 2 mesures. Très bien. Si je suis votre argument, vous êtes en train de m'amener sur une piste qui est simple, on va oser les mots. Vous dites que tout ce qui s'est passé pour faire en sorte que les partis d'opposition aujourd'hui ne puissent pas avoir des candidats à ces législatives du 28 avril prochain était prémédité. Alors, je dis a posteriori, je me dis effectivement, est-ce qu'on ne peut pas s'étonner si ça n'a pas été prémédité? Pourquoi? Parce que je vous ai rappelé la profession de foi où je vous ai dit il y avait le bénéfice du doute parce que lors d'une interview, on est sorti du contexte, on peut le mettre sur le contexte particulier de l'interview. Mais les éléments que je viens de vous décrire, c'est-à-dire toutes ces barrières administratives, certificat de conformité, quitus fiscal, dont je n'ai pas parlé. Quitus fiscal, c'est aussi une novation du code électoral de septembre 2018 qui oblige les candidats à aller payer leurs impôts pour obtenir un quitus fiscal. Ce qu'on peut estimer normal pour des gens qui sont censés représenter le peuple. Mais force est de constater que beaucoup de candidats, notamment des partis de l'opposition, dits de l'opposition, ont présenté, se sont acquittés de leurs impôts, mais n'ont pas obtenu leur quitus fiscal avant le dépôt de leur dossier à la Sénat. Parce que les dépôts des dossiers à la Sénat devaient se faire le 26 février. Pourquoi ils s'y sont pris tard? Alors, ils ne se sont pas pris tard. Je ne suis pas là pour les défendre. Je ne suis pas avocat pour les défendre. Mais ce qui nous parvient à travers la presse à juste titre et non démenti, à moi maintenant, c'est aussi l'occasion à l'administration fiscale béninoise de le démentir. A priori, les dossiers étaient sous le coude et certains ont été délivrés a posteriori. Je ne peux pas vous le dire, moi je ne travaille pas au sein de l'administration fiscale. C'est la lourdeur administrative au Bénin, non? Je ne crois pas que ça puisse être une simple histoire de lourdeur administrative parce que certains partis et notamment certains candidats dont j'ai ouï parler et qui, pour certains, se sont entretenus auprès de moi, m'ont dit qu'ils ont déposé des dossiers bien avant. Certains partis ont commencé au mois de janvier à déposer des dossiers. Et donc, on ne peut pas accuser certains candidats d'avoir déposé tardivement leur dossier et de ne pas avoir eu gain de cause. Mais c'est simplement
je ne veux pas prêter d'intention particulière à qui que ce soit, mais j'observe simplement qu'il y a eu des barrières de toute nature qui ont été posées sur le chemin des partis d'opposition. Et pour moi, à ce titre, cela constitue fondamentalement une infraction à notre loi fondamentale, puisque je rappelle que l'article 5 de la Constitution du Bénin consacre le multipartisme intégral comme système politique en vigueur au Bénin. Et l'article 41 dit bien que le président de la République est le garant de cette Constitution. S'il y a eu obstacle, quel est l'intérêt de ceux qui ont mis ces herses sur le chemin de l'opposition? Je pense, oui, en quelque sorte, la question, à qui profite le crime, pour simplement résumer. C'est ça. Alors, pour moi, c'est mon interprétation, et c'est une interprétation que je partage. Tout le monde sait que le bilan du président Talon, du président aujourd'hui, est un bilan difficile à assumer. Il vient de faire 3 ans, il lui reste encore 2 ans. Vous savez, il y a des moteurs qui sont diesel, d'autres qui sont essence. Le diesel a peut-être besoin d'un peu plus de temps pour pouvoir prendre. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, si nous faisons le bilan les 3 ans de M. Talon, du président de la République, qu'est-ce qu'on peut relever? On relève que nous avons une politique de prédation sur les filières clés de l'économie béninoise, à savoir le coton, le port autonome de Cotonou, donc une prédation sur les fleurons de notre économie. Donc ça, c'est ce que j'appelle une politique prédatrice, je pèse bien mes mots, puisque effectivement, aujourd'hui, ces secteurs sont dans les mains de clans au sens de sociétés, groupes proches du pouvoir, alors que c'est les 2 poumons de notre économie. Donc, premier constat. Deuxième constat, c'est une politique sociale qui est profondément injuste. Pour ceux qui nous écoutent, il y a eu des déguerpissements de commerçantes, de vendeuses au bord de marché. On ne les a pas relocalisées dans des marchés. Et ces gens-là, aujourd'hui, c'est notamment des dames, se retrouvent aujourd'hui dans des situations extrêmement précaires. Donc, sur le plan social, il y a effectivement beaucoup d'enjeux. Sur le plan social, je n'ai pas parlé des taxes qui se sont multipliées, on va dire, de manière exponentielle. Le dernier élément, c'est l'endettement de ce pays, où j'estime que l'endettement a considérablement cru dans notre pays, comparativement à la croissance du PIB, ce que je qualifie d'une politique inefficace. Ce n'est pas ce que disent les chiffres officiels, mais on ne va pas faire un débat sur les chiffres officiels aujourd'hui. Le but, ce n'est pas de faire un débat sur les chiffres, c'est de voir les contreparties de notre endettement. Si nous nous endettons, notamment quand nous faisons des émissions de rebond à hauteur de 340 milliards ou 348 milliards de francs CFA à l'étranger. Ce que moi j'espère comme Béninois, comme simple citoyen, comme vous avez pu comprendre, je suis là simplement pour un collectif de sauvegarde de la démocratie, c'est qu'il y ait des contreparties en face. Mais par contre, si on s'endette et il n'y a pas de contrepartie dans la vie de nos concitoyens, c'est qu'il y a un problème. Après, je dirais, le président a été élu pour 5 ans. Au bout des 5 ans, le jeu démocratique lui permettra de montrer son bilan et au peuple béninois d'apprécier. Très bien. En attendant, on aura probablement une assemblée nationale, 83 députés élus et qui se retrouveraient être, malheureusement pour l'opposition béninoise, des députés qui soutiennent l'action du gouvernement. Est-ce que vous avez désormais peur que nous ne retournions, on va dire, à une assemblée monocolore? Alors, j'ai la faiblesse de croire, M. Paraiso, croyez-moi, que nous allons avoir une assemblée monocolore de 83 députés désignés par le président de la République. Quand moi j'étais jeune, j'étais adolescent, il y avait ce qu'on appelait l'Assemblée nationale révolutionnaire au temps du PRPB, où il n'y avait pas d'élection, on les envoyait comme ça à l'Assemblée, ils représentaient le peuple. Mais là, il y aura une élection. Je pense que nous avons dépassé cette époque. Et pour pouvoir insister surtout sur un point, c'est que j'estime que le fait d'enfreindre l'article 5 de notre Constitution, à savoir le fait de ne pas reconnaître le multipartisme intégral pour que les partis d'opposition puissent aller aux élections et donc obtenir des élections inclusives, est une entorse fondamentale à notre loi fondamentale, qui pour moi
c'est mon interprétation, et je ne suis pas constitutionnaliste. J'invite les constitutionnalistes à discuter avec le pouvoir et avec d'autres pour pouvoir voir si ceci ne constitue pas un coup de force quelconque visé par l'article 66 de notre Constitution qui dit bien qu'en cas de cours de force quelconque sur la Constitution, un responsable d'un organe constitutionnel a le droit et le devoir de résister, de faire appel. Je ne suis pas constitutionnaliste, mais par rapport à ça, ce que je veux surtout mettre en exergue, c'est qu'on ne peut pas admettre que ces barrières puissent être posées sur le chemin de l'opposition, des barrières qui, pour moi, sont préméditées, complètement préparées, avec un résultat déjà bouclé, cadenassé dès le départ. Si tel est ainsi, effectivement, enterrons la démocratie béninoise, qui est quand même le phare, enfin, ou l'un des phares, puisque d'autres pays à côté sont aussi des pays démocratiques, qui est l'un des phares de la démocratie dans notre sous-région. Et dans ce cas, disons clairement et simplement que nous allons vers l'autocratie. Si le président de la République accepte nous, Béninois, ben, on saura si nous sommes toujours dans une démocratie ou dans une autocratie, et chacun se positionnera en fonction de sa conscience. Très bien. Donc, le 28 avril prochain, ce sera ma dernière question. On arrive au thème de cet entretien. Les Béninois sont appelés donc à aller aux urnes. Si vous étiez électeur, vous feriez quoi, vous, le 28 avril? Alors, si j'étais électeur, je dirais d'abord, je mettrai en garde, et c'est ce que j'ai fait, pas plus qu'avant-hier, le président de la République dans une tribune que j'ai publiée, sur les conséquences d'une élection non inclusive. Première conséquence, c'est le danger institutionnel qu'il court. Vous savez, aujourd'hui, la plupart des députés qui le soutiennent sont des députés qui ont été élus sous l'étiquette FCBE de Yahi Boni et qui aujourd'hui ont retourné leur veste pour certains, et dont ce qu'on appelle ces députés transhumants. C'est peut-être les mêmes qui vont se retourner contre lui, parce que ce sont eux qui aujourd'hui, pour certains, ont envoyé des pompiers, des policiers gazés des anciens présidents de la République, le couple Soglo et monsieur Yahi Boni. Donc, premier danger sur le plan institutionnel. Deuxième danger, c'est sur le plan économique. Le danger économique, c'est que M. Talon a un PAG, son programme d'action gouvernementale, qu'il est en train de vendre à la communauté internationale. J'espère qu'il y arrivera. Et mon intime, je dirais, conviction, c'est qu'il y arrive, mais il va tuer son PAG, parce que quel investisseur sérieux viendrait investir dans un pays où il n'y a pas de stabilité, où il n'y a pas d'avenir sur le plan de la sécurité financière. Troisième danger que je pointe, c'est le danger social. Aujourd'hui, toutes les manifestations sont réprimées, les droits fondamentaux sont bafoués, donc on va vivre de crise sociale en crise sociale à répétition. Donc est-ce que ce pays sera gérable? Donc face à ces trois dangers que je viens de poindre, sans compter le dernier qui est le danger sécuritaire, parce que un de vos confrères Jeune Afrique, pour ne pas le nommer, vient de dire que certains djihadistes ont franchi les frontières béninoises. Les failles dans notre dispositif sécuritaire, puisque aujourd'hui les chars sont à Cotonou, au lieu d'être dans les endroits stratégiques où on a besoin de contrôler nos frontières, ce danger est un danger qui n'est pas à sous-estimer. Donc pour toutes ces raisons, j'invite le chef de l'État a fait marche arrière et a fait preuve de sagesse. Azarias Seko, merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. Je rappelle que vous êtes donc membre du collectif pour la sauvegarde de la démocratie au Bénin. Merci d'être venu dans l'entretien du jour. Merci, M. Paraïso. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.